et ce que je disais, c'est que en vrai, tout le monde est contre les médicaments. Je veux dire, même dans la médecine, ils n'ont pas envie de t'affamer de médicaments, etc. Et tout le monde est pour la santé des gens, le bien-être. Moi, je ne suis pas du tout quelqu'un de complotiste ou de dire qu'il y a des gens qui veulent le mal, etc. Je veux pas avoir cette croyance, même si ça peut-être que c'est vrai dans une certaine mesure. Il y a une citation que j'aime bien qui dit « Il faut pas avoir des complots partout, mais il faut pas non plus en voir nulle part ». Donc tout est une affaire de nuances, de contexte. J'aime beaucoup la citation « Le diable se cache dans les détails ». Tu vois. Mais je veux croire qu'on veut notre bien. Mais à chaque niveau de problématique, il y a une réponse en face qui doit être argumentée. D'ailleurs, c'est une réponse légale aussi. Surtout quand on est dans le développement personnel, on doit savoir ces choses-là. Et on doit savoir aussi jusqu'où on peut aider la personne et jusqu'où, en étant bien intentionné, on va aussi la détruire. Et ça, dans le développement personnel et dans le milieu du coaching, c'est là où c'est bizarre parce que tu vas avoir les escrocs qui sont des personnes qui font, qui font des choses mauvaises en étant mal intentionnés, ce qui est une petite partie, hein, c'est pas une grosse partie en vrai. Et après, tu as les, je sais pas comment les incompétents, on va dire, ceux qui font des mauvaises choses en voulant bien faire. Ouais, alors est-ce qu'ils sont vraiment incompétents? Oui, alors ils sont incompétents objectivement, mais eux, oui, voilà, ils ont une bonne intention. Oui, ils y croient, ouais. Donc ils sont pas méchants. Ouais. Et c'est là, et ça se retrouve absolument partout. Il n'y a pas que dans le développement personnel. Dans les ingénieurs, on en parlait, dans la médecine, dans les musiciens, dans quel que soit le domaine. Mais effectivement, même dans la médecine, c'est pour ça que et c'est pour ça que tout est une affaire de nuances, de contexte, de paradoxes, de plein de choses. Et tout à l'heure, tu parlais des gens qui sont à fond dans le mystique et les autres sont à fond rationnels. Effectivement, c'est deux caricatures qu'on peut prendre. Et tu disais, je préfère être avec quelqu'un qui voit la vie en rose et qui vit dans un monde de bisounours qu'avec quelqu'un qui est hyper rationnel et qui du coup ne croit plus en la vie. Ouais. Et moi, je vais te dire, tu as le niveau supérieur encore. C'est comment est-ce que je peux être paradoxalement dans les deux en même temps. D'accord. Et moi, c'est vraiment quelque chose aujourd'hui sur lequel j'aspire. C'est-à-dire avoir des croyances mystiques, spirituelles, ce que j'appelle les mensonges du succès, auxquels moi je crois, tout en étant extrêmement rationnel avec... C'est pour ça que je te disais, on peut l'appeler le plexus solaire ou le centre neurovégétatif des émotions, tu vois. Parce que on parle du même point dedans, qui est à la fois expliqué en sciences, médecine, et qui est aussi expliqué dans les philosophies hindoues et ailleurs. Et comment est-ce qu'on peut prendre des deux pour que ça nous serve? Le problème que j'ai, c'est quand on veut imposer une croyance personnelle que l'on croit vraie pour de bonnes raisons pour nous, à d'autres personnes. Quand tu commences à vouloir imposer ta vérité comme la vérité, alors tu tombes dans le dogme. On peut aller plus loin vers la dérive sectaire, etc. Ça, c'est mal. Mais, paradoxalement, pour toi, tu peux avoir des croyances qui vont te servir. Exemple. Scientifique. Le placebo. C'est passionnant. Personne n'y comprend rien. Même les scientifiques, ils ne comprennent rien. Il y a 1 milliard de il y a 1 milliard d'études, tu as des méta-analyses sur le placebo. Chaque médicament qui est mis en circulation sur le marché est toujours confronté au placebo. S'il déplace le placebo, il est mis en circulation. Sinon, il n'est pas mis en circulation. Et c'est comme ça qu'on prouve l'efficacité des médicaments. Ouais. Et moi, j'ai l'autre lecture. C'est aussi comme ça qu'on prouve l'efficacité du placebo. Bien sûr. C'est incroyable ce machin. Mais oui. Et de l'hypnose et des choses comme ça. Oui. Parce que, en fait, l'hypnose, c'est juste du placebo. C'est du placebo mis en boîte. C'est une simulation de placebo, quoi. C'est du placebo high level. Le rêve, c'est du placebo high level. Ça. Et d'ailleurs, il y a même des études qui montrent, par exemple, des gens qui ont un gène qui ont moins bon cardio que d'autres, et d'autres qui ont un gène un peu différent. Bon, j'ai pas l'étude là en tête, mais en gros, si tu dis aux gens qu'en fait, ils ont le bon gène, bah, ils vont performer même mieux, alors qu'ils ont le mauvais que ceux qui avaient le bon gène, tu vois. C'est incroyable quand même, tu vois. Parce que, juste parce qu'ils ont eu la croyance, c'est bon, je le suis. L'effet, comment on appelle ça, Pygmalion. Oui, c'est ça. Quand on dit aux élèves que ça touche sur dos. Prophétie et autoréalisatrice. Voilà, prophétie et autoréalisatrice. C'est ce qui se passe chez Apple. Quand un ingénieur arrive chez Apple, bon déjà ils sont bien filtrés à l'entrée, rationnellement, mais on leur dit qu'ils sont dans la meilleure boîte au monde. Qu'est-ce qui se passe? Je suis le meilleur. J'ai été pris chez Apple, donc je suis le meilleur. Donc ça, c'est culture d'entreprise. Si t'es chez moi, c'est que t'es le meilleur. C'est que vous êtes tous bons. Non, t'es le meilleur. T'es le meilleur. Vous êtes tous les meilleurs. Il n'y a même plus de compétition. Vous êtes tous les meilleurs. Et dans quelle mesure ça peut être une dérive où on se remet pas assez en question?
Alors, je vais donner un exemple. Ouais, c'est un peu délicat quand même. Il faut quand même arriver à... Dans le monde quoi? De l'entreprise, c'est délicat quand même ça. Non, culture d'entreprise, Apple, on est les meilleurs. Ça va, on filme avec des iPhones. Il y a un iPad dans la pièce. Moi, j'ai un MacBook Pro. Enfin, je veux dire, non, mais je veux dire, ils ont assez d'hégémonie aujourd'hui pour que la croyance ça soit facile à insuffler et qu'on n'est pas dans la. Ils sont pas en train de. Alors, je vais plus t'expliquer les dérives et tout ça. Prenons le cas de. Alors, attention, je fais comment on dit, un disclaimer. Je ne porte pas de jugement personnel sur ce que je vais te dire. Ouais. Je prends juste un exemple. Ok. On prend l'exemple de la lithothérapie. Donc, c'est des personnes qui disent que dans les pierres, améthyste, obsidienne, etc., il y a de l'énergie. Oui. Et que cette énergie peut être bénéfique pour Oui. nettoyer une pièce, renforcer tout un tas de choses. Et donc, il y a tout un courant de développement personnel autour de la lithothérapie. J'ai des pierres chez moi. Est-ce que je vais dire que scientifiquement, ça marche? Jamais. Donc, ce que je n'aime pas, c'est quand on commence à expliquer scientifiquement quelque chose de mystique. Si jamais, enlevons la lithothérapie, parce que là, c'est ceux qui croient en la et en plus, je le répète, j'ai des pierres chez moi. Donc moi, j'aime bien. J'ai une boule d'obsidienne chez moi dans mon salon. J'aime me dire que cette boule d'obsidienne nettoie ma pièce. Et c'est là où c'est paradoxal, et c'est là où on va... Enfin, je vais donner le meilleur de ce que j'ai compris dans le développement personnel maintenant dans le podcast. On peut mettre en place des choses qu'on sait fausses si elles nous servent et si on sait pourquoi on les met. Est-ce que je dis que ma boule d'obsidienne chez moi est scientifiquement prouvée et que rationnellement elle nettoie les énergies de ma pièce? Non. Est-ce que ça me plaît d'y croire? Oui. Est-ce que les deux réalités ont le droit d'exister dans ma tête? Oui. Je sais que c'est faux dans le monde et dans la vision scientifique. Je sais que c'est vrai dans mon mensonge du succès et dans ma spiritualité. Et je suis d'accord pour que les deux mondes existent à l'intérieur de moi. Donc et qui sont en totale opposition. Ils sont paradoxaux. Parce qu'ils me tirent vers le haut. Maintenant, je ne vais jamais dire dans ce podcast, mettez tous des bouts d'obsidienne chez nous parce que ça va nettoyer votre pièce. Ça, c'est de la pseudoscience. Et c'est utilisé. Alors attention, pseudoscience, machin, s'il y avait un lithothérapeute en face, on partirait en débat pendant des heures. Je considère que c'est une pseudoscience, mais c'est pas pour ça que, si ça me plaît, je peux l'utiliser. T'as la même chose avec le gris-gris ou le porte-bonheur. Et il y a un petit côté, tu regardes la pierre, tu fais... J'ai presque envie de croire que c'est vrai. C'est un peu Mais bizarre. moi, j'y crois. Ouais, mais parce que moi, je suis comme toi, je trouve que c'est une pseudo-science, mais tu vois ta petite pierre, tu fais... Ah, elle est cool quand même. Elle m'appelle, il y a quelque chose en fait qui se passe quand je regarde la petite pierre. Et c'est prouvé scientifiquement. C'est ça que je vais t'expliquer. Dire que la pierre nettoie la pièce n'est pas scientifique. Dire que le fait que je crois que la pierre nettoie ma pièce, ça fonctionne, c'est scientifique. Ce qu'on appelle l'ancrage. Ouais. Et c'est en fait, on en revient au l'effet placebo. Exactement. Et donc moi, j'ai un vrai paradigme de l'effet placebo. Je pense, c'est ma vision, que tout est placebo. Et là, tu passes à un cran dessus. Et c'est génial parce que tu joues dans les deux tableaux. Tu peux avoir des gris-gris, tu peux avoir des porte-bonheur. Si Rafael Nadal, quand il sert au tennis, et quand même Rafael Nadal, c'est le plus grand gagnant de tennis à Roland-Garros, c'est l'un des meilleurs joueurs au monde. Si quand il fait son service, il a besoin de se mettre 3 fois les mèches de cheveux derrière les oreilles, de se toucher les tics, tu sais, le rituel. Si ce rituel, est-ce que on enlève la lithothérapie pour pas créer de faux débats, etc. Je vous aime, les lithothérapeutes, je n'ai rien contre vous, j'ai des pierres chez moi. Et en plus, j'ai tout lu là-dessus, ça me passionne, c'est rigolo, j'aime bien. Et je peux faire ça avec plein d'autres disciplines. Ok. Prenons le rituel de Rafael Nadal avant de servir. Est-ce que le fait qu'il se touche 3 fois les cheveux à gauche, qu'il fasse des trucs machin, qu'il remonte son short et qu'il remette sa culotte, je ne sais plus exactement, il faudrait revoir le rituel qu'il fait avant chaque service. Est-ce que c'est ça qui fait qu'il va mieux jouer scientifiquement parlant? Non. Il n'améliore pas son service instantanément, il n'y a pas une énergie mystique qui se crée autour de la balle qui fait qu'il va battre son adversaire. Par contre, lorsqu'il fait ce rituel de mise en situation du sportif de haut niveau, puisqu'ils sont tous des rituels, il invoque un état ressource qui fait que c'est la même chose que quand je me redresse, tu vois. Physiologiquement et chimiquement, effectivement, ça marche. Donc, c'est paradoxal. Non, le rituel qu'il met en place. Par exemple, tu vois, la dérive sectaire si Rafael Nadal
dans son académie de tennis, faisait des méthodes de dérive, ce serait touchez-vous 3 fois les cheveux, etc. Avant de servir, ça va marcher. Tu vois, il imposerait un dogme non prouvé, non universel, sur une croyance qui serait ça va vous permettre de mieux jouer au tennis. Tu vois, là, on est vraiment dans une caricature qui est intéressante pour comprendre le dogme. Mais c'est pas parce que ce dogme n'est pas universel et qu'on peut pas le mettre chez tout le monde, ce qui est une dérive. Là, on serait sur la dérive sectaire du tennis. C'est rigolo comme exemple. Mais ça marche pour lui. Et donc, si ça marche pour lui, continue à le faire. Tu vois? Et si tu trouves tes propres dogmes à toi, tu construis ta propre... c'est pas une dérive du coup, parce que ça te construit. Ton propre rituel, tes propres trucs. Tu vois, chez moi, par exemple, dans un coin de ma pièce, j'ai un Batman. Tu vois, le personnage Batman. Parce que je le kiffe. Et parce qu'il me donne de l'énergie. Et parce que j'applique une technique qui s'appelle la technique de l'ego en développement personnel, qui est quand par exemple, c'est une autre technique. Quand tu es dans une situation difficile, imagine comment machin ferait à ta place. Et donc moi, j'en ai 2. J'ai Marc Simoncini, PDG de Mythique, voilà, j'ai lu son livre et tout ça, j'aime bien le personnage. Comment il ferait à ma place dans cette situation-là? Et j'ai Batman. Tu vois? Et donc j'ai ma statuette de Batman dans ma pièce. Est-ce que je vais créer le dogme des Batmophiles? Tout le monde doit mettre un Batman dans sa pièce parce que l'énergie de Batman va venir en vous. Non. Par contre, pour moi, ce petit Batman dans le coin de ma pièce, il me donne de l'énergie. Ok. Et donc c'est paradoxal. Et il faut jouer sur tous les plans. Alors, je dis ça pour le monteur. Tu couperas si on répète tous les thèmes. Mais en gros, il y a 3 thèmes que j'aimerais bien qu'on aborde avant la fin des podcasts. Ouais. Le bonheur. Ouais. La réussite. Ouais. Et la manipulation. Alors on a abordé les 2 premiers un petit peu déjà. On a déjà... Manipulation, on avait abordé. Donc, comment je peux être heureux, indépendant. Enfin, voilà. Comment je peux atteindre mes objectifs. Et qu'on reboucle un peu là-dessus. Et la manipulation. Donc, si tu veux, on repart un petit peu sur la manipulation. Et après, si tu veux, tu peux faire une conclusion sur guide. Bonheur et réussite. Concrètement, points d'application qu'on peut mettre en place pour aller booster ces 2 paramètres dans sa vie. Avec tes techniques et tes philosophies à toi de défense. Je pourrais faire un appel à action sur le livre aussi. Avec grand plaisir. Ouais. Et en tout cas, sur la partie manipulation. Alors, au début, tu as parlé de 2 philosophes, non, 2 psychologues français. Là ouais. D'accord, on était déjà parti. Enfin, pour moi, en fait, après, tu peux choisir de laisser. En gros, si on a pu couvrir les 3 thèmes, tu peux laisser ma demande. On n'a pas fait manipulation encore, mais voilà, on peut laisser ma demande de couvrir les 3 thèmes d'ici la fin du podcast. Si on n'arrive pas, bah, tu comprends ça parce que ça sera incohérent. Attends. Fred, il me connaît depuis 5-6 ans, donc il a l'habitude. J'espère que ça intéressera Fred aussi. Alors. Ah, d'habitude, il aime bien, ouais. Alors, du coup, au début de ce podcast, tu as parlé de 2 psychologues français qui parlaient de manipulation et surtout de comment on se manipule soi-même. Ça m'intéresse. Est-ce que tu peux m'en dire plus? Alors, les 2 psychologues français, c'est Robert Vincent Joule et Jean-Léon Beauvois, qui sont les auteurs. Alors, ce sont des psychologues sociaux, chercheurs en psychologie sociale à l'Université de Lille, notamment connus pour être les auteurs du livre qui s'appelle Petit traité de manipulation à l'usage des honnêtes gens. D'accord. Qui est très connu. Tu as peut-être lu d'ailleurs? Non. Il y a 2 livres références. Tu as Influence et manipulation de Robert Cialdini et Petit traité de manipulation à l'usage des honnêtes gens de... J'ai feuilleté, mais j'ai pas... Le Cialdini, je l'ai lu, ouais. Et donc, alors j'ai lu il y a très longtemps, j'ai lu plusieurs fois, mais il y a très longtemps. Et ce livre, il est bien fait parce que tu passes par Madame O, qui est en gros la pauvre dame qui va se faire avoir par tous les trucs. D'accord. Et ils vont t'expliquer différentes techniques, le pied dans la porte au nez, l'engagement, donc le biais de confirmation, l'engagement, pourquoi est-ce que je fais ce que je fais, pourquoi est-ce que je crois que je fais ce que je fais, le processus de rationalisation, etc. Donc, si on prend le biais de confirmation, processus d'engagement et principe de rationalisation, on est dans la manipulation, l'automanipulation. Mais tout est lié avec la manipulation externe. Donc, pied dans la porte au nez, principe de rareté, scarcity, qui sont des techniques de manipulation plus externes. Un exemple. Je vais chez Darty parce que je sais pas, j'avais un rouleau de scotch à acheter. Pour aller acheter mon rouleau de scotch, je passe devant le rayon lampe et je vois qu'il y a une promotion incroyable, une magnifique lampe à 70%. Waouh! Elle est belle cette lampe.
Je commence à... donc là, c'est le principe de manipulation très simple. Scarcity, les soldes, c'est de telle date, telle date. Occasion unique, donc il y a une occasion, stock limité, il n'y en a pas beaucoup. Du coup, je me sens privilégié de voir cette occasion-là, je ne veux pas la rater. Truc classique. Manipulation très soft d'ailleurs. Marketing très soft, c'est les soldes. Bon, voilà. Classique, ouais. Ça marche très bien, c'est très soft. Je peux rajouter un petit vendeur, là c'est un peu moins soft, qui vient me voir et qui me dit regardez cette promotion-là, j'en ai plus que 2 en stock, vous m'avez l'air sympathique, venez voir, je vous montre juste comment elle marche. Un peu moins soft. Principe d'engagement. Principe de... alors je sais plus comment il s'appelle, mais il te flatte en fait. Vous êtes particulier, monsieur. Tu vois, un peu un truc comme ça, qui est un peu plus fourbe. C'est ce que font les vendeurs de voitures. Ah, si vous étiez au volant de cette voiture, ça vous donnerait une certaine carrure, monsieur, hein, surtout dans votre métier. Quand vous allez arriver au travail avec vos collègues, vous allez en... Voilà. Donc là, je sais plus d'ailleurs aussi, mais tout le monde veut se sentir spécial, quoi. Un truc qu'on m'a dit plusieurs fois, je sais plus si c'était un thérapeute ou un coach, mais attention quand on te flatte, Ouais, c'est l'étiquetage. c'est fais une note mentale, on me flatte, et du coup, pose-toi la question, quelle est l'intention de cette personne C'est ça. qui me flatte? Étiquetage. Qu'est-ce qu'elle cherche à obtenir? Et c'est très intéressant parce que là, pour le vendeur, c'est assez clair. En fait, l'exemple est assez classique. Ouais. Bah, il cherche à te vendre sa lampe et à faire ses commissions. Ou quelqu'un qui t'appelle au téléphone pour une association, dit vous savez, le monde va mal. En faisant ça, vous allez être un bienfaiteur. Alors, bienfaiteur, pouf, étiquette, on t'a mis un post-it. Donc le principe d'étiquetage, c'est une technique de manipulation extérieure que soit tu te fais à toi-même, je suis nul, je m'étiquette en étant nul, ou alors qu'on te fait à l'extérieur, vous êtes quelqu'un de bien, vous allez être beau. Principe de publicité, une publicité pour une voiture, tu as James Bond qui conduit la voiture, tu le projette, on t'étiquette James Bond, etc. Donc revenons à l'exemple de Darty, il y a cette lampe, etc. Je décide d'acheter la lampe. Donc quand je décide d'acheter la lampe, est-ce que je l'achète parce qu'elle est en solde, parce qu'il n'y en a plus beaucoup, parce que je la trouve jolie et donc quand mes amis vont venir chez moi, ils vont me dire t'as une belle lampe, ou est-ce que je l'achète parce que j'ai une lampe qui a pété chez moi et qu'il faut que je change une lampe et donc j'ai besoin de lumière. Ou est-ce que je l'achète parce que moi, je l'aime bien, cette lampe? Mais vraiment moi. Et pas parce que... Mais même pas. Est-ce que je suis venu acheter une lampe déjà? Ouais. C'est déjà. Est-ce que je suis rentré chez Darty pour acheter une lampe, tu vois? Parce que sinon, donc si je suis venu chez Darty parce que j'ai une lampe qui a pété chez moi et que je dois changer ma lampe, choix rationnel. C'est bon. Si je suis venu chez Darty, que j'ai vu les soldes, que j'achète la lampe et que je me suis exprimé à moi-même que elle allait être belle chez moi, que blablabla, quand je fais blablabla dans ma tête pour justifier mon achat, je suis dans le processus de rationalisation. Je rationalise mon achat. Et donc, quand on va mettre la lampe chez soi, après, on va la mettre dans son salon, t'as ta femme qui est chez toi, tu dis, t'as vu, j'ai quand même bien fait de l'acheter cette lampe, hein. Elle est belle, hein. T'as vu comme elle rend bien. T'as vu en plus le degré de luminosité, ça c'est assez intéressant. Typiquement, il te manquait une lampe dans ton salon, tu voulais qu'elle éclaire vraiment beaucoup parce que t'aimes quand ça éclaire fort. Tu te rends compte cette fois arrivé chez toi qu'en fait ta lampe elle éclaire pas. Tu vois, lumière tamisée. Et tu dis à ta femme, t'as vu en plus, hein, le fait que ce soit une lumière tamisée, c'est pas mal, hein, ça nous crée un petit climat romantique, tu vois. Donc en fait, ton besoin primaire, tu le rationalises par le processus de rationalisation pour, ça c'est intéressant, éviter la dissonance. Parce qu'en fait, on est des êtres où on doit toujours ce que j'appelle l'alignement parfait, ce que je te dis, je répétais plein de fois, je pense ce que je crois, je dis ce que je pense, je fais ce que je dis. Quand on fait ça, on est aligné. Et d'ailleurs, tu me parlais, c'est quoi être heureux? Si à partir du moment où tous les jours, tu crois ce que tu dis, tu penses que tu fais ce que tu penses, et ouais, tout ça, t'es aligné, tout va bien. Dans ta vie, t'as aucun problème. Ça simplifie beaucoup les choses. Bah ouais, t'es aligné. Le principe de l'être humain et du bonheur, c'est de retrouver son alignement. C'est comme ça que dans mon livre, c'est ce que j'appelle l'alignement parfait. Et c'est le but du développement personnel, pour moi, c'est ça. Indépendamment de réussir. Retrouver l'alignement. Ouais. Ok. Toi, dans ce podcast, ce que je dis, je suis aligné, c'est cool. Et du coup, la manipulation qu'on se fait envers soi-même, elle va probablement être au détriment de cet alignement. Toujours. Ce sont des vérités extérieures. Alors non, parce qu'on peut pas avoir une manipulation positive, une manipulation négative, mais manipulation en français est connotée négativement. Ouais. Donc quand tu me dis manipulation, je le connote négativement. En vrai, c'est pas négatif la manipulation, c'est juste le fonctionnement naturel de l'être humain. Quand tu communiques avec un autre, tu manipules. Ça s'appelle la communication, tout simplement. Mais en fait, la manipulation, c'est la communication avec un objectif négatif, on va dire. Et quand tu communiques de toi à toi-même, via ton dialogue interne, ta petite voix à l'intérieur de ta tête, tu te manipules aussi. Communique avec toi-même. Et donc, tu peux utiliser les techniques de manipulation pour te pousser vers le haut,
avoir des gris-gris, des trucs comme ça, faire de l'autosuggestion, penser positive, etc. Très bien, tu te manipules à aller vers le haut, tu le fais bien, et ou alors en te détruisant. Et de la même manière, les gens peuvent te manipuler pour te tirer vers le haut. Toi, quand tu m'as proposé le podcast, d'une certaine manière, tu voulais que je le fasse, donc tu devais, par ton paraverbal, ton non-verbal, ou ton verbal, donc les arguments rationnels, te dire bah viens, ça va être top, nanana. Non, c'est normal. C'est pas de la manipulation négative, Ouais. parce que derrière, t'as pas prévu de me, enfin j'espère en tout cas, de me descendre, tu vas te faire des réels coupés, tu n'es pas le journaliste malsain, la caricature du journaliste matin de télé, tu vois. Ouais. Et donc c'est bénéfique pour nous deux, c'est gagnant-gagnant. Mm. Et moi, quand j'ai répondu à ton invitation, par mon paraverbal, mon non-verbal et mes arguments rationnels, le verbal, je me suis dit, ouais, tu vas voir, c'est cool. Moi, j'ai une approche de développement personnel différente, ça a apporté de la valeur à ton audience, etc. Mm. Quand je dis ça, je te manipule aussi. Mais positivement. Ok. Parce que derrière, j'ai pas prévu de la faire à l'envers. Ok. Tu vois. Donc tout le monde se manipule. Déjà, il faut faire état de ça. Alors après, attends, je mets juste une. Je veux pas rentrer dans un débat là-dessus. Ouais. C'est toi l'invité, donc je suis d'accord. Et en même temps, tu vois, moi, j'essaie de distinguer la version du dictionnaire de manipulation, qui est celle que tu donnes, et la version au sens psychologique, qui, là, au sens psychologique, tout le monde se manipule pas. Et au sens psychologique, quand tu manipules, c'est quand tu vas essayer d'obtenir quelque chose par des moyens détournés. Ouais. Et quand tu ne manipules pas, c'est-à-dire que tu fais une demande directe et explicite, donc que tu ne caches pas tes intentions. Ça veut dire que Et tu es dans l'intimité, et tu es dans la sincérité, et tu es dans l'authenticité. Là, tu ne le manipules pas. Si par exemple, je te demande, écoute, viens faire un podcast, ça me ferait vraiment plaisir. Je te manipule pas, je te dis mon intention. Par contre, si je te dis, ah ouais, franchement, tu es vraiment extraordinaire dans ce que tu fais dans ta vie, tout ce que tu fais et tout. D'ailleurs, est-ce que tu voudrais pas chercher à gagner plus d'abonnés? Et du coup, tu vois, je te commence à te montrer tout ce que tu vas gagner en faisant un podcast. Et à la fin, c'est tiens, d'ailleurs, il me reste un créneau. Tu vois, ça, c'est plus manipulatoire comme façon de dire les choses. Au sens psy. Je ne parle pas au sens commun du dictionnaire, tu vois. Et je fais la distinguo des deux parce que c'est intéressant et important. Et je suis d'accord avec toi. Ouais. Je suis 100% d'accord avec ce que tu viens de dire. C'est pour ça que je précisais non-verbal, paraverbal Ouais. et verbal. Là, ta réponse est surtout sur le verbal. Donc les arguments rationnels et conscients. Mm. Et effectivement, et en plus, tu prends la définition de manipulation négative. Parce que je dis aussi qu'il y a la positive. Donc, il faut les deux. En psychologie, justement, ce qu'on explique pour expliquer la manipulation, c'est le bébé qui pleure. Ouais. Tu sais, un bébé, quand il a faim, il pleure parce qu'il a compris qu'en pleurant, sa maman allait lui donner à manger. Et c'est la première fois où l'être humain manipule. Tu vois. Donc ça, c'est... alors, est-ce que c'est conscient? Est-ce que c'est inconscient? Est-ce que c'est mauvais? Est-ce que c'est pas mauvais? Bon, il y a du débat. Mais quand on veut quelque chose, au niveau du paraverbal et du non-verbal, il y a aussi des choses qui se passent qui sont inconscientes, en fait. Et donc, c'est là où je disais qu'on manipule tout le temps. Tu vois. Mais c'est de la communication, c'est pas de la manipulation négative. Je sais pas si tu es d'accord avec ça. C'est intéressant ton point de vue, et justement, c'est pour ça aussi j'ai peut-être mal expliqué. Donc c'est là où Non, mais je cherche juste à clarifier. Et je sais plus, du coup. Bah, que sur les processus de rationalisation et rationnel, etc. En fait, il faut prendre conscience de ces processus-là pour nous. Parce que, donc il y a la psychologie interpersonnelle d'une personne à l'autre, mais il y a aussi de toi à toi-même. Ouais, ça m'intéresse. Comment on se bullshit soi-même, tu sais? Ouais, alors comment est-ce qu'on s'étiquette soi-même? Finalement, un échec dans une vie heureuse, dans l'épanouissement, ça peut démarrer par je me bullshit moi-même, en tout cas, comme tu dirais, négativement. C'est-à-dire que je me pose des limites, je me donne pas des permissions, je m'étiquette moi-même négativement, je me donne des identités qui sont pas utiles. Bah ça, c'est un bon mot. Il y a un truc simple et pratico-pratique. C'est écouter son dialogue interne. Donc le dialogue interne, c'est la petite voix dans ta tête. Quand tu emploies le verbe être, tu t'étiquettes. Je suis nul, c'est un étiquetage. Je suis bon, c'est un étiquetage. L'étiquetage positif est pas hyper négatif, sauf si tu deviens un but de toi-même et que du coup, tu n'écoutes plus la critique des autres, etc. Mais bon, c'est pas le... En général, c'est une bonne idée, c'est ça? Bah, sauf si tu deviens un but de toi-même et que tu deviens le gros con.
Ouais. Voilà. Mais bon, on va dire que c'est pas la question la plus importante de ce podcast. La question la plus importante, c'est quand on dit négativement. Donc, je suis nul, par exemple. Là, tu as un processus assez intéressant qui va être de contextualiser et reformuler. Reformuler d'abord. On change l'auxiliaire être par l'auxiliaire avoir. Et ça, c'est un vrai processus de développement personnel à faire. Ouais. Quand on se dit je suis nul, on reformule avec avoir. Alors, qu'est-ce que ça veut dire je suis nul? Ça veut dire, par exemple, je n'ai pas les compétences. Mais, Dans ce domaine. voilà. Et ensuite, on contextualise. Je n'ai pas les compétences pour blablabla. Quand tu as mis cette phrase-là, tu n'es plus sur une critique et un étiquetage sur ton identité. Je ne suis pas nul en tant qu'être humain dans ma globalité, mais je n'ai pas les compétences dans ce domaine-là. Et ensuite, tu poses la question, comment? Comment est-ce que je peux acquérir les compétences de ce domaine-là? Et la réponse est toujours en trouvant un mentor, c'est-à-dire une personne qui atteint les objectifs que je veux atteindre et qui partage les mêmes valeurs que moi, qui va pouvoir m'emmener vers la prochaine situation. Donc, je suis nul. Je suis pauvre. OK? Avec avoir. Je n'ai pas l'argent pour faire ce que je veux. OK? Combien? Donc, qu'est-ce que je veux faire? Je suis pauvre. OK, d'accord, très bien, mais combien je veux d'argent tous les mois? Pourquoi faire? Donc déjà, ça pose des questions plus intelligentes que je suis pauvre. Je suis pauvre, tu peux rien faire. Game over. Auxiliaire être, je ne peux rien faire, le jeu fini. Et on est au niveau de l'identité. Oui, si tu as décidé, c'est pour ça qu'au début du podcast, je disais qu'il faut s'autoriser à croire que c'est possible. Je suis quelque chose, c'est fini. Nada, niet, tu ne progresseras jamais. Je suis pauvre, t'es pauvre. Bah, reste pauvre. C'est fort, mais c'est comme ça que ça marche. C'est pas moi qui le dis à l'auditeur. C'est l'auditeur qui se le dit à lui-même. Donc en fait, première étape, Reformuler. prendre un peu de recul et entendre son dialogue intérieur. Ouais. Et du coup, si je me rends compte que sans faire exprès, tiens, je viens de me dire que je suis nul. Oula, c'est fort ça quand même. Ouais. C'est puissant. C'est... Attends, je suis nul, c'est... Comment je peux me parler comme ça à moi-même? Ok, stop. Ouais. Donc, est-ce que je suis nul ou est-ce que là, aujourd'hui, je n'ai pas les compétences pour X, Y dans tel contexte? Amène la question du comment. Comment je vais avoir les compétences? Je suis Moi, je peux pauvre, les avoir. j'ai pas assez d'argent. Combien d'argent? Pourquoi faire? D'ailleurs, c'est un processus effectivement en PNL bien très puissant, c'est de sortir du côté identité et de revenir à de l'action. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, je n'ai pas ces compétences, qu'est-ce que je peux mettre en place? Et j'ai pas réussi dans cette situation-là, mais ça veut pas dire que je suis un échec, moi, en tant que personne. Donc, Et on n'est jamais. Ouais. On croit être, mais on n'est jamais quelque chose. On est des êtres humains complexes, etc. Et d'ailleurs, pour les enfants, ceux qui nous écoutent qui ont des enfants, donner des étiquettes négatives avec le verbe être à ses enfants, il n'y a rien de plus toxique. Ça commence là. Hein. Et même des étiquettes quelconques, en fait. Par exemple, t'es nul, ou t'es con, ou t'écoutes jamais, ou tu t'es pas organisé, t'es pas discipliné, mais what the fuck? Enfin, à quel moment l'enfant, il est pas... Enfin, il est en croissance, il est en apprentissage, il n'est rien d'ailleurs encore. Il se développe. Mais quel effet ça va avoir que de commencer à lui mettre cette graine de je ne suis pas discipliné, il n'est pas discipliné, et que toute sa vie, il va modéliser autour de ça pour essayer de se prouver à lui-même qu'il est quand même, il peut être discipliné. Ça crée des effets. La plupart des étiquettes qu'on se pose à nous-mêmes, je suis nul, je suis pauvre, je suis incompétent, je suis timide, etc., viennent de ce que j'appelle les personnalités internes. Je considère que notre personnalité unique n'est pas unique. C'est juste l'agrégation de personnalités internes qui sont engrammées dans notre psychologie. Ouais. On a tous dans notre psychologie notre maman qui s'exprime, notre papa qui s'exprime, notre prof qui nous a un petit peu marqué, notre oncle ou tante qui était un peu fort dans les critiques. Donc tout est émotionnel. Et si on a eu des schémas émotionnels forts avec certaines personnes qui nous ont éduqués, eh bien, lorsqu'on dit « je suis nul, je suis pauvre » ou quelque chose comme ça, c'est une de ces personnes qui s'exprime dans notre langage à travers nos mots. Et donc, peut-être que lorsque je dis « je suis nul » ou « je suis pauvre » par exemple, ce n'est que l'expression de la personnalité interne engrammée de notre papa qui s'exprime ou qui toute sa vie a dit « je suis pauvre ». Ou les fausses croyances. Les riches sont tous des cons. Comment veux-tu devenir riche ou gagner de l'argent? Parce que riche, c'est encore, il faut mettre une définition derrière. Comment veux-tu gagner de l'argent si inconsciemment au fond de toi, tu as une personnalité engrammée qui dit que les riches sont cons? Tu te dis, du coup, je veux pas être un con, donc je veux pas être riche. Ouais, mais c'est surtout que quand tu dis à ton inconscient, je veux être riche, il comprend, je veux être con. Et donc, tu as une dissonance. Parce que si tu crois que les cons sont cons, qui est une tautologie, hein,
les cons sont cons, bah oui, Bon. eh ben, tu seras jamais riche, puisque être riche égale con pour toi. Et donc, tu as des liens inconscients, Ouais. des circuits neuronaux qui ont été renforcés par l'étiquetage depuis ta naissance, Bon. involontaires. Les parents ne veulent pas volontairement détruire leurs enfants. C'est juste qu'eux-mêmes, ils ont des personnalités engrammées qui viennent de... Ouais. Et donc là, tu arrives à la psychologie transgénérationnelle, etc. Ouais. Et Donc, donc, prendre conscience de ça. Pour ceux qui font de l'analyse transactionnelle, on appelle ça matrice de scénario. Comment les influences parentales viennent encoder qui je suis. Et ce que tu viens de faire là, c'est décontaminer ou lever de mes connaissances. C'est-à-dire dire, ok, est-ce que tous les riches sont cons? Est-ce que je peux trouver un exemple d'un riche qui n'est pas con? Et du coup, si je trouve moi un exemple, c'est que c'est pas systématique. Et donc, ce truc n'existe pas. Ça, c'est les fondements du développement personnel. Et en analyse transactionnelle, tu as aussi le triangle de Karpman, persécuteur, bourreau, victime. Ça, je pourrais en parler des heures. Ouais. Ouais, mais toi, tu l'as ce truc. Quand tu dis t'es nul, tu es le persécuteur. Tout à fait. Et donc, tu t'adresses à l'intérieur Ouais. de toi en faisant des transactions à l'enfant. Alors, Ouais. là, je te fais Il y a- une implantation, mais tu t'adresses au petit enfant soumis Absolument, il y a- et la il y a- personnalité engrammée de ta Ouais. maman, qui est le scénario. Alors, ça, c'est génial. Tu prends ta. Alors, je te donne un exemple, parce Vas-y, que vas-y. là, il faut donner un exemple très précis, mais c'est beaucoup plus complexe et nuancé que ça. Ta maman, qui t'a éduqué, par exemple, tu l'as perçue comme une victime ou quelque chose comme ça. Inconsciemment, tu as engrammé ta maman en personnalité victime qui fait pas même partie de ta personnalité unique à toi. Donc, tu as engrammé en analyse transactionnelle un enfant soumis, par exemple, mais un enfant soumis moins, donc désintégré, parce que chaque personnalité a ses avantages et ses inconvénients. Et plus tard, à l'âge adulte, tu dis « je suis nul ». Donc, en fait, tu as le persécuteur transposé de ta maman qui était victime qui s'exprime à l'intérieur de toi pour victimiser la personnalité de ta maman qui est engrammée dans ton truc. Et donc, à l'intérieur de toi-même, tu es en train de faire un bourreau victime. Tu es ton propre bourreau. Et en même temps. Ouais. Ouais. Karpman, il en parle dans son livre, effectivement, C'est passionnant. de triangle de Karpman, du fait que tu peux avoir le triangle. Donc, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est le triangle des jeux psychologiques persécuteur, sauveur, victime. Ouais. En général, dans le cas le plus classique qui se passe dans les transactions interpersonnelles, mais il en parle dans son livre, ça peut avoir lieu à l'intérieur de soi-même. Mais effectivement, quand je dis « putain, je suis nul », je suis à la fois mon persécuteur et ma victime, parce que je suis en train de m'auto-insulter. Donc il y a une personnalité qui joue ce rôle de persécuteur, c'est peut-être le parent intérieur, c'est ça, que de mon père qui me parlait mal quand j'étais petit, nanana, et l'autre, la victime, le petit enfant qui est à l'intérieur de moi qui prend un coup. Et ça, si aujourd'hui je devais dire aux personnes qui nous écoutent, on en parlera un peu plus si tu veux, pour vraiment progresser dans la vie, dans le développement personnel, dans l'épanouissement personnel, c'est très intéressant et important d'abord prendre conscience de ça, de ces jeux psychologiques à l'intérieur de ma pensée, de mon dialogue intérieur, et de couper court à ça. Eh bien... Et ça, si tu fais ça, tu fais un bond en avant incroyable. Eh bien, ce qu'on fait au mouvement des actionnaires, on a donc notre parcours de formation haut de gamme de développement personnel, c'est le parcours élite. Donc, c'est un parcours de formation qui est sur 1 an avec des coachs individuels, etc. Première étape, ça s'appelle l'élément déclencheur. Premier module de cette étape-là, identification des personnalités internes engrammées. Où on a les exercices du scénariste de film, où à faire des dissociations, etc. On a plein de choses à faire pour dire, et en fait, c'est assez génial. Enfin, c'est assez génial. Je suis en train de parler de ma formation, mais c'est un peu présomptueux de dire ça, mais je suis très fier de ça. Bien sûr. J'aime l'humilité, je déteste la modestie. On pourra en parler. Okay. Je suis très fier de ce que je fais, mais je suis humble là-dessus, mais jamais je serai modeste. Et bon, il y a beaucoup de nuances là-dessus aussi. Et donc, on fait écrire à nos clients des exercices pour leur faire, pour mettre en lumière les personnalités internes engrammées. Comment je me comporte quand je parle d'un truc qui me tient à cœur et auquel je crois, peu importe ce que c'est. Comment est-ce que je l'exprime quand je suis avec mes amis? Comment est-ce que je l'exprime quand je suis avec mes parents, un dîner de famille? Comment est-ce que je l'exprime quand je suis au travail? Et comment est-ce que je l'exprime quand je suis tout seul chez moi, dans mon rêve, dans mon lit en train de rêver? Et on les fait rédiger sur une page A4, l'histoire avec la dissociation, comme si c'était le réalisateur d'un film dont le héros avait le même prénom que nous, mais n'était pas nous, mais avait exactement la même histoire que nous. Comme ça, par dissociation, j'écris le scénario du film sur une feuille A4 de Mathieu qui parle de son projet de développement personnel au moment où il veut quitter son job d'ingénieur.
C'est quoi le discours quand je suis avec mon grand-père, ma famille? C'est quoi le discours quand je suis avec mes amis? C'est quoi le discours quand je suis avec mes collègues de travail? C'est quoi le discours intérieur quand je suis tout seul dans mon lit? Alors, Et là, tu mets en avant les personnalités engrammées. et ensuite? Ensuite, tu les nommes. Ok. Ok, quand je suis en train de lire la personne qui s'exprime là, bon, à qui ça me fait penser? Plutôt ma maman, mon papa, mon prof, mon meilleur ami. Quelle est cette personne qui a eu un impact émotionnel sur moi qui en fait s'exprime? Je le mets en avant. Et ensuite, c'est assez rigolo, on a un exercice où on les fait dialoguer entre eux. Et donc, on met la personnalité engrammée de mon papa, par exemple, qui parle avec la personnalité engrammée de mon meilleur ami. Puis, on prend la personnalité engrammée de mon meilleur ami qui parle avec la personnalité engrammée, la mienne, ma personnalité rationnelle, ma vraie, quand je suis tout seul dans mon lit et que je rêve, ce en quoi je crois vraiment. Et on les fait tous parler comme ça. Et là, je leur fais ressortir les incohérences. Je leur en fais ressortir au moins 30. Ces incohérences, c'est les dissonances cognitives. Puisqu'on comprend bien que tout ce truc que je t'ai éclaté devant toi avec les personnalités que j'ai dressées, en fait, c'est des choses qui sont à l'intérieur de toi. Donc, on dresse les 30 dissonances cognitives. Et ensuite, ce que j'appelle le parcours élite, c'est comment, à partir de cette carte qu'on a dressée de notre fonctionnement interne, on va peu à peu supprimer toutes les dissonances cognitives pour atteindre l'alignement parfait à travers l'accomplissement d'un projet personnel ou professionnel dans lequel on révèle notre unicité, etc. etc. Donc, c'est le point de départ de mon approche. Et pareil pour mon livre, dans cette décidée, je change de vie. Premier chapitre. Différence entre la vision quotidienne et la vision ancrée. Entre la personnalité l'identité de surface et l'identité profonde. Et donc, qui je suis vraiment, à quoi ressemblent mes journées, ce que je fais vraiment, ce que je fais, etc. Donc, on a tout un tas d'exercices à faire. On va plus ou moins loin suivant le format. Sur format vidéo, on a 100 heures de vidéo. Sur le livre, c'est 200 pages. Mais Mon adresse, c'est ça? C'est la base, quoi. je voulais t'inviter à en parler. Comment on peut te retrouver toi et ainsi que ces formations? Alors, si ce que j'ai dit vous a intéressé, aujourd'hui, le meilleur truc à faire, c'est le livre. Je ne vais pas vous vendre mon programme à 2000 €. Le meilleur truc à faire, c'est le livre. Ça vaut, je ne sais plus combien, 16,90 € sur Amazon, à la Fnac, partout. C'est 200 pages dans lesquelles je résume toute mon approche. D'accord. Tous les concepts. Et ensuite, les gens peuvent me suivre sur lesactionneurs.com, ils s'abonnent à la newsletter, et puis là, ils suivront un peu les événements qu'on fait, etc. Et si on veut aller plus loin, le programme de coaching, d'accompagnement existe. Voilà. Ouais, en fait, quand tu as le livre, après, tu as un programme de formation offert. En fait, c'est je lis le livre avec toi. Et donc, dans le livre est divisé en 6 zones, par la zone du doute, la zone de la pensée, zone de la conceptualisation, zone de l'action, zone de la motivation et la zone de l'intégration. Tu vas intégrer tout ça. Donc, tu as une boucle à faire comme ça. Et pour chaque zone, il y a une vidéo où j'explique comment aborder la zone. Donc là, tu rentres un peu plus. Et donc, si le livre t'a plu, si la vidéo après te plaît, effectivement, après, tu peux appeler une personne au téléphone et voir si le programme est adapté. Mais ça, voilà, c'est par la suite. Le livre, c'est le meilleur entrant. C'est décider le change de vie. Mathieu Vénis. Yes. Merci Nico, en tout cas, pour l'invitation. Ça me fait vraiment plaisir de parler avec toi. Sur Alpha Body, moi, j'ai suivi un peu ce que tu fais. Et vous avez aussi une approche du sport qui vient démystifier ce que d'autres font sur la perte de poids, sur la broscience de la musculation. Toi, tu as un peu l'argument, tu arrives avec voilà ce que la science dit, voilà la pyramide, voilà ce que les autres disent, voilà les priorités, tout ça. Et en fait, moi, j'ai eu un peu la même approche finalement. Si on fait le méta de ce podcast, je suis un peu le Alpha Body du développement personnel. Je suis arrivé sur voilà ce que tout le monde dit, la broscience du développement personnel. Puis voilà les trucs simples qu'on peut faire. Et tu vois que en faisant des trucs simples, dans ce podcast, on a abordé des sujets complexes finalement. Mais si tu les atomises, tu les décomposes au niveau atomique, tout est simple. Tout est simple. Et si tu comprends les petits concepts simplement, tu vas doucement. Bon, moi, ça fait 17 ans que je fais ça maintenant. Donc, j'ai une vision complexe, globale, qui n'est composée que de petites choses atomiques simples. Et donc, chaque personne doit commencer par des petites choses simples. Et à la fin, il a un truc complexe vu de l'extérieur. C'est vrai qu'une vie... Après, il y a deux réussites. C'est la réussite au sens social, nanana. Voilà, je veux être... justement, tu parlais de Nadal. Je veux être Nadal, je veux être le meilleur tennisman du monde pendant moi. Ou je veux être Elon Musk. Et puis, il y a la réussite au quotidien. Est-ce que je suis épanoui? Est-ce que je suis... J'avance vers mes objectifs à moi, qui sont vraiment mes objectifs authentiques que j'ai décidé et pas qu'on m'a imposé. Tu as la référence interne et la référence externe en PNL. Si je veux être le meilleur tennisman au monde parce que
je m'identifie à Nadal, mauvaise chose, référence externe. Par contre, si Nadal m'inspire parce que moi, au fond de moi, je veux être le meilleur tennisman au monde, référence interne, Nadal devient de l'inspiration et pas un moyen de m'évaluer négativement. Donc, je suis en référence interne. Donc, devenir le meilleur tennisman au monde est un bon objectif. Encore une fois, tout est une affaire de nuances et de détails. Il n'y a pas de bons et de mauvais objectifs. Il n'y a que des façons d'aborder les objectifs. Il faut être aligné. Et en même temps, dans les deux cas, on en revient quand tu atomises, comme tu dis, quand on décompose. Bon, Nadal, c'est probablement quelqu'un qui, tout simplement, ça fait 30 ans, il prend sa raquette tous les matins, il fait des heures d'entraînement, il fait des 6 gammes, en fait. Et c'est ça, plus ça. Maintenant, il paraît extraterrestre, en fait, pour tous ceux qui connaissent le tennis ou qui font du tennis, dont je ne fais pas partie, d'ailleurs. Mais bon, je fais un peu le parallèle avec n'importe quel sport de haut niveau ou de musiciens de haut niveau, etc., où on se demande comment c'est possible d'avoir un tel niveau d'expertise. Mais en fait, ça fait 20 ans que le gars fait ça tous les jours, plusieurs heures, en ayant décomposé tous les micro-compétences et les micro-skills qui vont, une fois mis ensemble, bout à bout, pendant des années, va donner cette espèce de spectacle auquel on a affaire. Mais c'est à la portée de tout le monde. Encore faut-il se dire, c'est un choix quand même. Donc Nadal, il a vraiment fait ce choix. C'est pas un grand chef. C'est pas un entrepreneur. C'est pas voilà, c'est pas. Je ne connais pas sa vie personnelle, donc je ne me prononcerai pas. Mais sportif. Il a choisi son voyage en fait, son aventure à lui. Donc peut-être que c'est ça un peu le thème unifiant de ce qu'on se dit aujourd'hui, c'est de faire un choix en conscience de son voyage, de d'abord comprendre où on en est intérieurement et lever un peu ces fausses croyances comme tu disais, qui sont engrammées par son contexte familial de l'enfance. Faire un choix en conscience et ensuite aller avec des petits pas, petit à petit, vers ses objectifs, tout en restant dans une dynamique alignée, heureux et bien dans ma peau. Parce que... Et une dernière chose, Ouais. attacher sa réussite au processus et pas au résultat. D'accord. Un Gad Elmaleh, pour prendre notre exemple, parce qu'on peut mettre n'importe quel nom qui a réussi en fait derrière, c'est pas Nadal, c'est pas que le sport, c'est tout. Gad Elmaleh, depuis qu'il est tout petit, il se filme, il fait rire des gens. D'accord, je savais pas ça. Donc pour les personnes qui nous écoutent, si vous voulez atteindre un objectif, ne conditionnez pas votre réussite au résultat. Par exemple, si tu veux percer sur les réseaux sociaux, le mauvais objectif serait de dire je vais avoir 100 000 abonnés sur mon Instagram. Ouais. Le bon objectif serait de dire pendant 100 jours, je vais faire une vidéo par jour. Ouais. Donc là, ta fierté, c'est d'avoir réussi à faire une vidéo par jour pendant 100 jours, par exemple. C'est juste un exemple. Hein. Et là, tu as la pleine responsabilité de ça. Ouais. Tu n'es pas dépendant de l'algorithme, tu n'es pas dépendant de plein de choses. Donc, avoir un objectif au résultat, c'est bien, parce qu'en tant qu'entrepreneur, on doit effectivement dire je vais essayer d'atteindre 100 000, machin, ce que tu veux. Mais là où tu vas juger ta valeur dans le contexte de ton projet, ça ne peut être que au processus, pas au résultat. Parce que le résultat, c'est trop complexe. Donc, si les personnes qui nous écoutent veulent devenir le plus grand joueur de tennis de tous les temps, le plus grand Instagrammeur de tous les temps, le plus grand chef de tous les temps, la cuisine, l'objectif, c'est pas d'être le plus grand chef, etc. de tous les temps. L'objectif, c'est de cuisiner tous les jours. Tout à fait. Et c'est là qu'on sait plus ou moins qu'on ne s'est pas trompé d'objectif. Parce que quand même, si je prends zéro plaisir, moi, ça m'est déjà arrivé, hein, parce que peut-être que je ferai un podcast un jour où je parlerai un peu plus de ma vie, où on parlera un peu plus de la tienne, Mathieu, mais je me suis trompé au début. J'ai fait une prépa scientifique alors que je rentrais du Brésil, j'étais dans un lycée italien, j'avais pas fait du tout j'avais pas le niveau de maths en fait, déjà en terminale pour aller en prépa scientifique. Complètement what the fuck, mais qu'est-ce que je foutais là? Et du coup, je ne prenais pas du plaisir au processus. Ouais. Quel était l'objectif de chercher à devenir ingénieur à cette époque-là, alors que j'aimais pas du tout le processus. Donc je pense qu'il faut quand même choisir quelque chose où on a une appétence, où on prend quand même un certain plaisir. Et si au quotidien tu veux être Instagrammeur, mais tu détestes écrire des vidéos, faire des vidéos, machin, mais il y a un problème déjà, tu vois. Et ça revient à ce qu'on disait au début du podcast. Pourquoi est-ce que je fais les choses? Parce que ça me donne une étiquette d'Instagrammeur ou d'auteur ou de ce que tu veux. Je veux être connu ou pas connu. Ou parce que j'adore Instagram, j'adore faire des vidéos. Ou parce que j'adore écrire des livres, tout simplement. Tout à fait. Il faut arriver à avoir une discipline pour passer les étapes désagréables
Mais quand même, franchement, tu vois. Et d'ailleurs, c'est une des raisons pour lesquelles je fais ce podcast. Je sais pas si tu sais. Moi, j'adore faire des conférences. Ouais. J'adore faire parler. Tu disais qu'est-ce que tu aimes parler avec les gens de sujets qui me passionnent. J'adore faire des immersions, des événements où je coach les gens. Mais faire des vidéos face cam où je parle d'un sujet juste à la caméra, ça me casse un peu les pieds. Alors, je les fais quand même parce que ça fait partie de la discipline de nanana, je sais qu'il faut les faire. Mais si je peux remplir mon Insta avec des petits shorts de podcasts ou de choses comme ça, plutôt que de me forcer à faire des tonnes et des tonnes de vidéos face cam, je préfère. Tu vois, donc il y a aussi j'ai aussi trouvé moi où je trouvais de la joie, et c'est plutôt des conversations. Et il y a plein de gens qui réussissent en ayant un podcast et en n'ayant pas Instagram. Tout à fait. Donc, tu vois, quand je dis je me force, déjà, c'est une mauvaise chose. Ouais. Peut-être qu'un jour, tu feras que des podcasts, tu seras très connu et Instagram, tu l'auras laissé tomber. Il y en a qui ont des millions d'écoutes sur Apple Podcasts ou quoi que ce soit et qui ont 500 fans sur Instagram parce qu'ils s'en foutent. Ils s'en foutent. Ouais. Voilà. Faut faire ce qu'on aime et c'est en faisant ce qu'on aime qu'on réussit. C'est paradoxal. Ouais, d'ailleurs, il y a beaucoup de... Je sais pas combien de temps il nous reste. Là, on est 10 minutes un peu tard, donc il faut faire... Ah, donc d'accord. Bon, on va Alors, je ne veux pas rentrer dans un débat là-dessus, mais effectivement, il y a tout un débat depuis que je suis étudiant, qu'on voit sur les livres, les auteurs, les spécialistes de faites ce que vous aimez, nanana, comme tu as Steve Jobs qui dit fais ce que t'aimes, nanana, et ceux qui disent fais pas du tout ce que t'aimes, trouve le job où tu vas gagner de l'argent, où tu vas pouvoir être productif, machin. Et c'est vraiment deux écoles de pensée très, très distinctes. Ouais. Et plus j'évolue, plus je me dis, mais faut faire ce qu'on aime, tôt ou tard tu trouveras la façon de le monétiser, et tant pis si tu gagnes un petit peu moins d'argent. Si tu veux être prof de guitare et que t'es si tu aimes la guitare et que tu deviens prof de guitare, c'est très bien en fait. T'as pas besoin d'être le guitariste le plus connu, Steve Vai, Segovia ou autre. Les deux vérités existent. Ouais. Et à l'auditeur de choisir celle qui lui plaît. Ouais. En fait. Ok Mathieu, bah écoute, merci beaucoup. Merci à toi. J'ai pris beaucoup de plaisir avec cette conversation. Moi aussi. Et ce que je te propose, c'est de faire une conclusion de ce que tu voudrais que les auditeurs emportent avec eux et de nous rappeler où on peut te trouver. Simple et efficace, je vais reprendre mon slogan, parce qu'un seul choix peut tout changer. S'il y a un truc que j'ai dit dans ce podcast qui, à un moment, a eu une réaction émotive chez vous un peu différente, de vous dire, tiens, j'avais déjà entendu ça, mais peut-être pas de cette manière, ou j'ai déjà entendu ça 10 fois, mais je ne l'ai pas encore fait. Quelque chose comme ça. Peut-être qu'il y en a 10, ou peut-être qu'il y en a une qui est un petit peu plus au-dessus. Et bien, vous prenez juste ça, vous lâchez toutes vos notes si vous êtes du genre à prendre des notes ou des choses comme ça, vous oubliez ce que j'ai dit dans toute l'heure. Vous prenez juste le truc qui vous a le plus touché et vous le faites. Soit vous le faites maintenant si c'est possible, soit vous planifiez un jour dans les 7 prochains jours où vous vous engagez à le faire. Et là, vous allez faire ce petit choix qui peut tout changer. Et ensuite, si vous voulez aller plus loin, vous achetez mon livre C'est décidé, je change de vie, Amazon, Fnac, etc. Mais le plus important, c'est vous. Donc, isolez le truc qui vous a plu, planifiez-le, engagez-vous à le faire, faites-le, et vous imaginez pas, par effet domino, par effet papillon, par tout ce que vous voulez, jusqu'où ça peut vous emmener. On est dans l'action, là, tout de suite. On est dans l'action et pas juste dans l'action simple, immédiate, massive. Super. Merci beaucoup, Mathieu. Merci à toi. Passe une bonne journée et à bientôt. À bientôt.